Bonjour, très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère le docteur Raphaël Ekamba. Merci pour les commentaires, merci pour les likes, merci pour le partage, merci pour les abonnements. Alors aujourd'hui, je voulais répondre seulement à deux questions. La première question, que va signifier la visite de Kagame à Paris chez Macron? Que ça veut dire? J'ai vu beaucoup de gens commenter là-dessus. Moi aussi, je vais donner un peu de mon sel. Je vais donner un peu de ma contribution. Et puis, qu'est-ce que signifie le limogeage ou la mise en retraite de Jules Alinghetti, l'experteur de finances, euh, depuis 6 ans, d'abord, depuis que le président est président, hein, donc depuis 6 ans, il était les directeurs des finances, inspecteurs de finances, je veux le dire, de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Alors, c'est sur ces deux questions-là que je vais répondre. La première des choses que je veux dire, nous devons toujours répéter que la guerre est en train de se finir. Il y a beaucoup de signes qui montrent que cette guerre est en train d'aller vers sa fin. Malgré que, d'ailleurs, je ne sais pas si vous continuez à regarder la guerre à l'Est. Il n'y a plus d'intérêt. Oh, ils ont pris l'Ubero. Oh, il n'y a plus d'intérêt. Il n'y a personne qui s'intéresse maintenant. Alors, pourquoi? Parce que tout le monde est essoufflé. Nous voyons tous que la guerre est en train de finir et elle va finir de très belle. Alors maintenant, la première des choses que je veux dire, hein, surtout pour nous qui sommes Congolais, vraiment, on doit se rendre compte de l'importance géostratégique de notre pays dans ce monde, dans la carte, dans ce monde ici. Il faut savoir que la République démocratique du Congo joue un rôle géopolitique stratégique. C'est très important. Non pas seulement à cause de sa situation politique, situation géographique, je voulais dire, mais aussi à cause de ses richesses. À cause de ses richesses. Alors, la République démocratique du Congo joue un grand rôle. À ce moment-là que nous parlons maintenant, là, il y a une guerre froide. La guerre froide comme il y avait avant, là, la guerre froide. Cette fois-ci, ce n'est pas la guerre froide États-Unis-Russes, la course à l'armement, tout ça. Non, mais cette fois-ci, non. Cette fois-ci, c'est une guerre économique, une guerre aussi d'influence, mais aussi une guerre économique qui est en train de se passer, mais tout cela se passe actuellement là à Kinshasa, en République démocratique du Congo. La première guerre, c'est la guerre économique entre les États-Unis et la Chine. Ça se passe là sur place à Kinshasa, hein, en République démocratique du Congo. La guerre entre la Russie et la France, d'ailleurs, c'est peut-être une des raisons pourquoi le président ne voulait pas se jeter dans les mains de Russes. Parce que actuellement, à cause de Trump et même un peu les démocrates, ils pensent que la Russie n'est plus une grande menace pour les États-Unis. Donc, ils considèrent que la Russie est une puissance régionale, une petite puissance qui ne peut pas faire face aux États-Unis. Les États-Unis pensent qu'il y a seulement une puissance maintenant qui peuvent leur faire face, c'est la Chine. Et ils veulent confronter la Chine partout. Non pas seulement dans le Pacifique, mais aussi en Afrique. Pourquoi? Parce que dans le Pacifique, les îles, par exemple, entre Taïwan et les îles entre la Chine et les Philippines, les Chinois ont construit des bases là-bas. Donc, partout, il y a maintenant une concurrence. Donc, il y a maintenant une concurrence aussi entre la Russie et la France parce que, vous savez, au Niger, au Burkina Faso, euh, au Mali, Centrafrique, et il y a la présence de la Russie et la Russie est en train de... Il y a une guerre ouverte entre Poutine et Macron, entre la Russie et la France. Et ça se passe aussi en République démocratique du Congo, ou même, et c'est d'ailleurs, c'est pour cette raison, vous allez comprendre pourquoi Kagame est parti à Paris. C'est pour cette raison, je donne tous ces détails-là pour que vous compreniez ce que je pense. Et puis, il y a la guerre entre la France et les États-Unis.
une guerre d'influence entre la France et les États-Unis. Comme la Chine veut avoir de l'influence en Afrique. La France pensait que l'Afrique, c'est sa zone d'influence. Maintenant, tout le monde est en train de chasser la France. Alors, la France essaie maintenant de revenir comme puissance au niveau de l'Afrique pour contrecarrer, surtout maintenant, là, dans les contextes du Congo, pour contrecarrer les États-Unis, comme la France l'a fait quand les États-Unis voulaient faire un deal avec l'Ukraine pour négocier la paix entre l'Ukraine et la Russie et tout. La France, là aussi, a joué un rôle très négatif. Je ne sais pas si c'est négatif, je ne sais pas ce que les Ukrainiens vont dire, mais a joué un rôle de contrepoids. La France a mobilisé l'Allemagne, l'Union européenne, l'Angleterre, tout ce pays-là pour faire bloc contre bloc contre les États-Unis, mais maintenant ils commencent à faire bloc contre la Russie. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre la visite de Kagame à Paris. Alors, dans un autre contexte, c'est le contexte de la victoire diplomatique de Tshisekedi. Je vais répéter ça, surtout pour les jaloux, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand on dit de Tshisekedi, les gens se fâchent. Non, la République démocratique du Congo, au travers de son président, est en train d'apporter une victoire diplomatique par rapport à la France, par rapport au Rwanda. La France a perdu la face. La France qui tirait, qui pensait que cette conflit-là est insoluble et qui était en train de rouler, ne voulait pas ni condamner le Rwanda, tout ça. Les États-Unis viennent, disent il faut faire la paix. La France maintenant joue aussi un rôle et ne veut pas perdre la face. Hein? Alors, c'est dans ce contexte-là de cette victoire diplomatique de Tshisekedi que Kagame devait aller à France. Il faut comprendre que cette victoire diplomatique de Tshisekedi est très importante. C'est un travail. Au lieu de faire la guerre, Kagame voulait faire la guerre. Kagame a perdu la guerre médiatique, la guerre numérique, est en train de perdre la guerre aussi diplomatique. Alors, comment je peux expliquer ça? La première des choses, c'est que par la patience du président, le calme du président et la force de sa persuasion, comme on dit, persuasion. Donc, le président était en train de convaincre, de persuader les gens, persuasion, je ne sais pas. Alors, par cette force-là, le président est arrivé vraiment à mettre Kagame et sa diplomatie dans le coin. Avec l'aide de Lutundula. Lutundula a joué un grand rôle. Je venais encore de le suivre sur Top Congo. Madame Kwaikamp a joué un grand rôle. Et maintenant, les récits mensongers du Rwanda, qui se présentait comme la victime, a complètement changé. Tout le monde aujourd'hui, ce n'est plus le Rwanda qui est la victime, parce que le Rwanda se présentait comme la victime, mais maintenant on sait que non, c'est le Congo qui est victime du Rwanda. Ça a changé complètement. Donc le Rwanda n'est plus victime. Le Rwanda parlait des conflits intercongolais, les problèmes de sécurité, les problèmes de génocide de Tutsi au Congo, discrimination de Tutsi, mauvaise gouvernance de la République démocratique du Congo, les FDLR, les menaces de coups d'État qui viennent du Congo. Alors maintenant, on a même constaté, il y a un député là, Mariani, il s'appelle, hein. Donc on a constaté vraiment que le Rwanda, la guerre que la Rwanda faisait était simplement pour voler les minéraux de la République démocratique du Congo. Et il disait toujours que non, ils ont un mécanisme de traçabilité sur place à Kigali. Maintenant, il se révèle que ce mécanisme-là n'a jamais existé. C'est nul. Donc, ils étaient en train de voler les minéraux. D'ailleurs, vous savez, suivi dernièrement, il y avait 3 Rwandais qui étaient arrêtés par rapport à cela. Donc, on ne peut plus se cacher. Le président a gagné vraiment par un travail de patience, de persuasion et de charme. Il a gagné contre Kagame. Et c'est dans ce contexte-là que nous voulons voir pourquoi M. Kagame a été reçu à Paris. Même à Paris, je voulais dire.
Alors, non pas seulement dans ce contexte, dernièrement, Trump a confirmé que le président Tshisekedi et le président rwandais vont aller signer les accords de paix à Washington. Donc, Trump lui-même l'a dit. Je ne sais pas si vous comprenez la pression qui est sur Kagame et Nduhungihere. Je ne sais pas si vous comprenez les présidents des États-Unis. Donc, il a déjà, lui dans sa tête là, Trump, comme il est là, il a déjà une messe qu'il va célébrer. Je ne sais pas, vers le 15 juin, il va célébrer une messe avec beaucoup de chefs d'État. Toute une messe, la presse et tout ça, il dit, on va faire. Et Kagame, lui, il est en train de jouer, c'est ce qu'il est en train de faire. Il essaie un peu de jouer avec les temps, de gagner du temps. Mais Trump a dit, vers le 15, il faut venir signer les accords. Vous savez, je ne sais pas si vous comprenez la pression qu'il y a sur lui. Et non pas seulement Trump l'a dit, mais Madame est là, qui est la porte-parole du département d'État, en a parlé hier. Elle en a parlé hier. Alors, vous comprenez que c'est dans ce contexte-là, dans ce contexte où la France affaiblie en Afrique, perd la face par le fait que la France disait toujours les conflits entre le Congo et le Rwanda étaient conflits plus disciplinaires et compliqués, insolubles, et tout ça. Les États-Unis viennent et donnent la paix aussi rapidement. Et puis, il y a cette histoire de contrecarrer le deal entre la République démocratique du Congo et les Rwandais. C'est dans ce contexte-là que nous devons comprendre pourquoi Kagame est parti à Paris et on a roulé cette cérémonie de réception comme telle, avec des drapeaux, des choses comme ça. Qu'est-ce que tout cela veut dire? La première des choses, moi je pense que c'est une consolation. Vous savez, quand quelqu'un perd, dernièrement il y avait une guerre, là. Pas la guerre, il y avait le match. Vous avez vu comment Thuram était en train de consoler le petit Jamal. Il était en train de le consoler, parce qu'il a perdu, n'est-ce pas? Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, ils ont perdu. Je pense que d'abord, ils sont allés là-bas pour lécher leur plein, n'est-ce pas? Pour vraiment qu'on caresse Kagame, vous comprenez, c'est ça la vie, c'était la guerre, voilà, tout ça. Donc, c'est d'abord une consolation. C'est la première raison, peut-être la plus simple pour moi, c'est consoler Kagame de cette défaite, de la défaite que Kagame venait de recevoir, et le Rwanda et toute la diplomatie autour qui était en train de lutter contre Tshisekedi, d'abord lécher l'air plein, mais aussi se consoler entre eux. Ça, c'est la première raison. Excusez-moi, je suis toujours arrumé. Ça, c'est la première raison. La deuxième, l'une de l'autre raison que je pense, c'est contrecarrer, je l'ai dit, les efforts des États-Unis en Afrique centrale, surtout dans la région de Grand Lac et dans la région de EAC, parce que les États-Unis sont en train de venir en puissance, en force. Vous avez aujourd'hui, même, n'est-ce pas? Je pense que Bezos, Elon Musk et comment l'autre il s'appelle, c'est lui de Microsoft, Bill Gates ont gagné le procès et ils doivent venir maintenant s'installer à Manono pour exploiter le lithium. Un investissement d'au moins $1 milliard dans les Katanga là-bas, dans les Tanganyika là-bas, à Manono. Vous comprenez déjà ce que ça veut dire. Les Américains sont en train d'avancer. Alors la France, l'Union européenne, ils ne sont nulle part. Alors je pense que le but, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble avec Kagame, pour contrecarrer l'influence des États-Unis dans cette région des Grands Lacs. C'est la première chose. Alors l'exemple ici qu'il faut prendre, c'est le rôle que la France a joué pour contrecarrer la puissance américaine en Ukraine. Quand il y avait des problèmes là au bureau ovale entre Trump et tout ça, et puis ils ont discuté sur les minéraux et tout ça. La France a mobilisé contre Trump et l'administration américaine pour qu'on arrive à ce deal-là. Et c'est la même chose, je vois. La France veut utiliser Kagame pour peut-être contrecarrer
les États-Unis dans cette histoire des deals entre les États-Unis et le Congo et les Congos. Alors aussi, vous savez que, je ne sais pas si vous le remarquez, on avait tendance à croire que la France était maintenant notre puissance coloniale, nous les Congolais, hein, ils parlaient beaucoup, tout ça. Les Belges ont dit non, nous sommes la puissance qui a colonisé. J'ai l'impression, il y a même une guerre, c'est comme une guerre entre la France et la Belgique. La Belgique veut revenir et jouer un rôle dans sa colonie ou dans son ancienne colonie. Mais la France, donc, il y a des problèmes. Maintenant, il y a aussi des problèmes entre le Rwanda et la Belgique. Alors, il y a un rapprochement entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Et qu'est-ce que maintenant la France fait? La France se rapproche aussi du Rwanda pour sécuriser leurs intérêts en Afrique. D'abord au Mozambique, à cause de Total, hein, mais aussi dans toute cette région-là. Je ne sais pas, je suis en train de voir, parce que la France en elle-même, hein, la France n'est pas une puissance militaire, hein, dans le sens où vraiment on connaît puissance militaire. Donc la France a besoin des alliés militaires. Dans ce cas ici, le Rwanda peut-être pour aller faire de coups d'État, par exemple au Mali, aller faire un coup d'État, par exemple, au Burkina, au Niger. Il a besoin des Noirs, il a besoin de l'armée de Rwanda. Peut-être aussi au Congo, qui sait, parce que Tshisekedi les dérange. Donc, il a besoin de ça pour faire de sales besognes. Alors, je pense, ça, c'est comme un nègre. Kagame, c'est le nègre de maison de la France. Alors, une autre raison, je pense, la France veut aider le Rwanda, surtout Paul Kagame, à sortir de son isolation diplomatique. Je ne sais pas, c'est une scène qui est très bizarre. Quand ils étaient au Gabon, le président de la République était longuement applaudi. Et ils avaient un peu applaudi Kagame, mais après, il y a des gens qui... Je ne sais pas dans les commentaires, comme quelqu'un m'a écrit, je ne sais pas si c'était un Gabonais, il a dit non, ce ne sont pas des Gabonais qui ont applaudi Kagame, ce sont des gens qui ont été achetés. Alors vous comprenez que par l'action du président dans toute l'Afrique, maintenant Kagame est connu comme tueur, comme voleur et tout ça. Alors on essaie un peu, la France essaie un peu de remettre Kagame, de le remettre un peu en scène, parce qu'il est complètement usé, là. Alors là, c'est ça que la France est en train de faire. Mais je pense aussi que, parce que Lutundula venait d'expliquer tout à l'heure les différents processus, hein, d'abord, il y a le processus qui se passe maintenant entre le Rwanda et la République démocratique du Congo au niveau de Washington. C'est au niveau des États. C'est ça que le président de la République disait toujours, au niveau des États. Maintenant, ce qui devait se passer à Nairobi, se passe maintenant à Doha. À Doha, c'est là que le M23 doit aller négocier et beaucoup d'autres groupes militaires ou des groupes armés doivent aller négocier. Alors, je pense là aussi il y a un problème parce que le gouvernement n'est pas prêt peut-être à négocier aussi facilement avec les M23 s'ils ont déjà négocié avec le Rwanda et que le Rwanda a reçu l'ordre de sortir leurs militaires. Si tous les États-Unis disent vous devez sortir vos militaires, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour cette raison peut-être la France est là-bas, ils se concertent avec le Rwanda sur les M23 pour promouvoir les soi-disant dialogue national avec la CENCO-ECC, avec l'Union africaine, avec Olusegun Obasanjo. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères de Rwanda a vraiment dit quelque chose qui me paraît très intéressant à propos. Il a dit on doit prendre vraiment toutes les initiatives, doivent être considérées, doivent être prises en compte. Ici, il parlait de la CENCO, l'initiative de la CENCO-ECC. Vous comprenez? D'ailleurs, aujourd'hui, je venais d'apprendre de Lutundula, pas Lutundula, mais de Christia Lusokeno, comme quoi le président ne devait toujours pas recevoir
ces gens-là. Vous voyez que c'est une très bonne chose que le président ne reçoit toujours pas ces gens-là et ça fait déjà quelque chose de positif. Alors là, je vous ai donné quelques éléments, je pense, pourquoi le Kagame a été reçu à Paris. Alors maintenant, je vais parler de pourquoi le président venait de limoger Monsieur Alinguetti. Ok, ça c'est mon interprétation personnelle. Ça, c'est Vous savez que M. Alinguetti, moi personnellement, du temps du président de la République, quand il y avait la campagne, là, moi j'ai fait des vidéos pour dire que nous, personnellement, je ne savais pas qui est Alinguetti, mais c'est à cause du président de la République que je connais qui est Alinguetti et qu'il faisait un bon travail au niveau de contrôle à l'amont, de contrôle et tout ça. Mais entre-temps, j'avais écouté des choses négatives, très négatives, comme quoi lui-même était impliqué aussi dans les affaires de corruption. Ok, comme moi, je n'avais pas de preuves, alors je ne peux pas le dire. Seulement, une chose que je peux dire est que vraiment, on ne peut pas laisser quelqu'un à un endroit aussi sensible 6 ans. C'est très tâton. Mais de toute façon, on va maintenant comprendre pourquoi le président de la République démocratique du Congo, M. Félix-Antoine Tshisekedi, se libère ou se délivre de son entourage, ou tout au moins des gens comme Jules Alinguetti. En tout cas, je ne sais pas, vous suivez mes vidéos, je vous dis toujours que moi, je réduis mes espérances à 2 choses pour le président de la République. Parce que j'ai été moi-même à Kinshasa maintes fois. D'ailleurs, je vais aller bientôt. J'ai été moi-même à Kinshasa. Et vraiment, quand tu es à Kinshasa, c'est très difficile de croire que ce pays est en train d'être gouverné. Soyons honnêtes entre nous. Vraiment, c'est très difficile. Alors, ça te met dans un état de désespoir. Si tu viens d'un pays comme celui-ci, l'Allemagne, très organisé, c'est pas les États-Unis, ça, c'est pas la France. Ça, c'est un pays d'ordre, organisé à tous les niveaux. Alors, quand tu arrives à Kinshasa, tu te dis, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est comme il y a un vide. C'est comme si c'est un pays qui n'est pas gouverné. Alors, je me disais vraiment, j'avais réduit vraiment mes expectations à des choses. Si le président apporte la paix, c'est ce qui est en train d'arriver. Et si le président peut nous donner le deal, alors là, il va entrer dans l'histoire comme quelqu'un, il aura un legacy, il aura quelque chose sur lequel on peut dire, pendant ces 10 ans, il a fait quelque chose pour la République démocratique du Congo. Parce que quand tu regardes l'état du route, les 145 territoires, la ville de Kinshasa, la mégestion qu'il y a partout, c'est très difficile à croire cela. Alors, la paix, le deal, pour moi, seront quelque chose, sera déjà quelque chose. Alors, maintenant, je pense que c'est comme ça, moi, je suis en train de comprendre. Je vois qu'il y a des gens qui peut-être, parce que vraiment chasser Alinguetti, c'est pas facile. Je vous dis, je pense que chasser Alinguetti de cette position-là n'était pas facile pour le président de la République. 6 ans. Alors, je suis conscient que le président de la République veut maintenant changer quelque chose dans les 3 ans qui restent. Ça, c'est peut-être, je peux me tromper, mais c'est ce que je m'imagine. C'est le signal qu'il est en train de donner. Il est en train de signaler que quelque chose de grave, de colossal est en train d'arriver en République démocratique du Congo en chassant quelqu'un comme Alinguetti. Alors, quand on regarde, par exemple, le spectacle qu'il y avait à l'Assemblée nationale hier, où Kamer était peut-être en train de vouloir protéger Matata Ponyo et créer comme une crise institutionnelle entre lui et M. Kamuleta de la Cour constitutionnelle. Ok, il y avait aussi la sortie médiatique de messieurs. Je dois prendre la sortie médiatique de M. Nicolas Kazadi. Il parle de régime des jouisseurs.
Lui aussi, M. Kabound, avait parlé aussi des régimes des jouisseurs. Vous vous souvenez, hein? Il parle des régimes de jouisseurs. Le président est très mal entouré. Qu'il aurait, par exemple, il se partage l'argent. Je ne veux même pas aller pour demander, parce que ça, c'est quelqu'un que moi j'apprécie. C'est quelqu'un d'intelligent. Vraiment, Kazadi, Nicolas Kazadi est intelligent. Mais maintenant, c'est pourquoi je n'ai pas commenté, parce que je l'apprécie. Moi, vraiment, je l'apprécie. Hein, je suis honnête. Seulement, dans sa gestion, il y a beaucoup de problèmes. Même ses communications, il y a beaucoup de problèmes. Parce que quand vous dites non, c'était un régime de jouisseurs et vous étiez dans ces régimes-là, pourquoi les autres sont des jouisseurs et vous n'êtes pas un jouisseur? Quand vous dites non, tout le monde, quand il y a l'argent et les gens se partagent l'argent, alors vous étiez là-bas très longtemps, qu'est-ce qui prouve que vous n'avez pas partagé? Et quand on partageait, pourquoi tu n'as pas quitté le pouvoir? Parce que j'ai l'impression, c'est comme si lui, il est sain, et toutes les autres personnes sont de personnes corrompues. Et ça devient un problème. Hein? Tout au moins, je réponds à ce que lui, il a dit. Il a dit, le président est très mal entouré. 53 établissements créés, sans budget, sans plan, sans contrôle. Alors, il y a Jean-Marc Abound, qui est lui aussi dans les régimes, qui était quelqu'un qui entourait le président de la République, qui est devenu très riche, hein, très riche. Il y a M. Kabouya. Quand je vois M. Kabouya, lui aussi, il est devenu riche. N'est-ce pas? Il est devenu riche. Il y a M. Jatini Gobila qui disait aussi, son problème c'était l'entourage du président, mais on lui a donné aussi de gérer la vie de Kinshasa. Il a laissé la vie de Kinshasa à l'état où elle est plutôt. Les marchés qu'il avait commencé à faire, le marché est toujours là. Alors, je ne comprends pas cette histoire d'entourage. Vraiment, qui est cet entourage? Parce que quand on parle de l'entourage, c'est comme moi avec mes enfants. Vous, les parents, vous qui avez les enfants, quand tu demandes qui a abîmé ça, ah, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. La question, c'est de savoir qui est ce je ne sais pas qui vient toujours abîmer les affaires, mais personne dit je ne sais pas, je ne sais pas. C'est la même chose ici avec cette histoire d'entourage. Hein, moi, je ne sais pas, l'entourage, oh, c'est l'entourage du président qui est le problème. Mais au moins là où je prends cette déclaration un peu très au sérieux, c'est M. Georges Forest. Je pense, vous connaissez M. Georges Forest, c'était l'un des plus grands entrepreneurs au pays. Et lui, il avait dit la même chose, que le président a de la volonté, il a la bonne volonté, il veut vraiment changer les choses, mais il est mal entouré. Alors, c'est là où vraiment ça commence à blesser. Parce que si des gens comme ça disent des choses comme ça, c'est qu'il faut prendre un peu au sérieux. Moi, je n'allais pas prendre ces choses au sérieux si c'est Kabouya, Jatani, Gobila, ou bien Jacques-Marc Abound, ou bien même Nicolas Kazadi. Je n'allais pas prendre ça au sérieux. Je prends ça au sérieux parce que moi-même, je l'avais écouté de M. Georges Forest. Il était sur TV5 ou sur RFI, je pense, sur RFI. Alors, c'est là où j'avais suivi ça. Alors, vous comprenez que le président de la bonne volonté, il veut bien faire, mais il est mal entouré. Qu'est-ce que ça veut dire mal entouré? Ici, en Allemagne, on a une expression qui dit « Der Fisch fängt von Kopf an zu stinken », qui veut dire que le poisson commence à pourrir d'abord de la tête. Alors, il y a des gens qui vont aussi dire il n'y a pas de mauvais, comme on dit, de mauvaises personnes, comme on dit, mais il y a seulement de mauvais leaders. Ça veut dire, non, c'est pas ce que je voulais dire. Donc, on regarde, ton entourage reflète ton leadership, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que toutes ces personnes ici sont en train de dire la même chose, c'est le président qui est le problème. Nous ne sommes pas le problème, mais c'est le président qui est le problème. C'est la traduction, si on traduit, c'est le président. Si ça ne marche pas, s'il y a de la gabégie, s'il y a les roues qui ne marchent pas, tout ça, c'est le président. Et j'ai très peur que quand le président va quitter le pouvoir, c'est ce qu'on va écouter le plus. C'est ce qu'on va écouter le plus. Alors, vous voyez, il y a le deal. Et dans ce deal-là, je pense l'un des problèmes, et ça, je l'ai eu de M. Kalonji TV, je ne sais pas s'il s'appelle Kalonji Kabongo. TV, j'avais suivi ça maintes fois là-bas, comme quoi Alingeti avait
permis qu'ils se partagent 30 millions de dollars des commissions, des corruptions sur la renégociation de ces communes. Alors, il y a Jacques-Claude Moubenga qui avait dit que dans le cadre du deal, il y avait une liste à la Maison-Blanche où il y a des noms des gens qui doivent vraiment pas négocier parce qu'ils sont impliqués dans les histoires de mafia et tout ça. Donc, je pense que tout ça, ça joue un rôle. Donc, je pense que tout ça, ça joue un rôle. Et puis, il y a aussi les consultations politiques qu'il y a eu. Parce que je suis en train si je comprends bien, je venais de dire, le président a gagné au niveau diplomatique. Il a gagné pour finir cette guerre. Donc, peut-être il va pivoter pour maintenant s'occuper des problèmes au niveau interne. Alors, pour s'occuper des problèmes au niveau externe, dans le contexte où il a dit il va quitter le pouvoir à 2028, ou même dans la perspective où il veut prolonger son pouvoir, la paix seulement ne suffira pas pour dire non, je dois rester au pouvoir. La paix seulement ne suffira pas. Les accords seulement ne suffiront pas. Il faut qu'au niveau intérieur, quelque chose de colossal, quelque chose de grave, quelque chose de grand se passe. Et là, c'est très important que le président vraiment commence à se débarrasser de certaines personnes, à se nettoyer ses fameux entourages qui fait qu'il ne peut pas, bien qu'il ait la bonne volonté, il ne peut pas faire le travail qu'il veut faire ou réaliser les choses qu'il veut faire. Alors, je suppose que dans le cadre des consultations, le gouvernement va partir. D'ailleurs, vous voyez qu'il a mis en retraite beaucoup de secrétaires généraux. C'est une façon de renouveler l'administration. Donc, il y aura ça va. Je m'imagine que le gouvernement sera un gouvernement réduit. Le taille de l'État sera réduit. Comment on dit toute cette histoire? Comme on dit des départements budgétaires forts, c'est ça, hein? Budgétivores qui bouffent seulement et ne produisent rien. Alors, je pense que le président va avoir une petite équipe réduite au niveau de la présidence et au niveau du gouvernement. Alors, je suis en train de m'imaginer qu'il y a un chamboulement qui est en train de nous attendre bientôt. Et c'est ce que ça cache, cette histoire de Alinguetti, c'est ce que ça cache. Un chamboulement est en train d'arriver. Beaucoup de gens vont partir. Le président va se libérer. Alors, cette histoire de deal et l'histoire de signer des accords vont conduire à ce que le président s'occupe des choses internes, s'occuper de la bonne gestion, s'occuper des histoires de routes, de manger, des champs et tout ça. Et pour cela, il a besoin des hommes compétents et des hommes intègres. Alors, c'est ce que moi, je suis en train de voir. Je suis en train de voir un changement de direction. Je suis en train de voir un changement de direction. Et c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui disent pourquoi il a attendu au talent. Ok, 3 ans c'est beaucoup en politique. Dans 3 ans, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux changer beaucoup de choses qui vont rester vraiment, te faire un legacy qui va rester dans 3 ans. Donc Jésus lui-même, dans combien de temps il a fait? Il a fait tout dans 3 ans. Il a 33 ans, 3 ans de mission. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue à parler de lui. Donc, 3 ans, c'est déjà beaucoup. Alors, je perds pas d'espoir que si le président a commencé avec Alinguetti, il doit vraiment enlever tout cet entourage-là et commencer à poser des actes qui vont faire que soit s'il veut continuer, ça lui donne un boost. Et s'il va arrêter, la personne qu'il va pistonner aura aussi un boost. C'est très important. Et c'est pour cette raison il faut commencer à se délivrer des carcans, à se livrer du carcan de son entourage et commencer à vraiment à poser des actions qui sont très positives. Alors, il faut s'attendre à un chamboulement au niveau du gouvernement et vraiment à un chamboulement aussi au niveau de l'administration, un chamboulement au niveau de peut-être de l'armée aussi, peut-être de l'armée aussi, il faut s'y attendre. C'est ce que moi je vois, c'est ce que je comprends par ce limogeage
c'est limogeage de M. Alinghetti. Alors, à propos du deal, ok, on va voir parce que Lutundu en a parlé aujourd'hui, mais je pense que c'est plus nécessaire qu'on en parle. On en parle, qu'on en parle. Ce qu'il faut faire, il faut éviter, comme lui l'a dit, un rapport vertical hein, où c'est les États-Unis viennent le Rwanda et la République démocratique du Congo, ou peut-être les États-Unis et la République démocratique du Congo et le Rwanda sont mis sur les mêmes pieds d'égalité. Ça, il faut éviter. Alors, si on évite ça, on négocie dur et qu'on évite ça et que vraiment on tient à notre souveraineté, ce deal-là va nous profiter. Alors, très chers frères et sœurs, voici un peu les quelques interprétations que je voulais faire de quelques faits de l'actualité de notre pays et que le Seigneur vous bénisse.